vais essayer de vous faire voyager dans l'infiniment petit, mais aussi dans l'infiniment grand, parce que la compréhension de la physique des particules permet de comprendre l'état de l'univers primordial. Et les récentes découvertes ont apporté des éléments nouveaux sur notre compréhension du Big Bang. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu assister déjà hier à 2 conférences remarquables, celle de Marc Lachazeret et celle de Roland Lehoucq. Ce matin, je me suis livré à un exercice redoutable puisque je suis allé à l'école Monge devant les enfants de 8-11 ans, leur parler du boson de Higgs et de quoi la matière était faite. Bon, ça a été une expérience pour moi. Le nombre de questions et le recul qu'ont ces questions, c'est très stimulant et j'ai beaucoup appris, de la même manière que j'avais beaucoup appris hier lors des conférences. Et puis cet après-midi, j'ai eu la chance de voir aussi ce que vous pouvez tous faire, l'exposition Art et Cosmos, plutôt empruntée au Cosmos, qui est juste dans Moulin-du-Roi, juste à côté du bureau, qui montre que la créativité des artistes s'inspire aussi de la créativité des scientifiques. Donc voilà, finalement, je vais vous parler en général de la découverte du boson. Alors, on ne doit pas l'appeler le boson de Higgs, c'est un raccourci qui est lié à la puissance des médias anglo-saxons, mais ils sont 3 en fait, 2 Belges, Robert Boot et François Englert. Robert Boot, malheureusement, est décédé. François Englert a eu le prix Nobel ainsi que Peter Higgs l'année dernière, pour avoir imaginé ce boson, qui est un boson scalaire de spin 0, et puis associé à un potentiel, à une énergie potentielle du vide quantique qui a la forme d'un chapeau mexicain, d'où le titre de mon ouvrage Le boson et le chapeau mexicain avec Gilles Cohen-Tanucci. Donc je vais vous parler de ça, cette découverte qui est une aventure scientifique hors norme et qui utilise ce grand anneau que j'appelle le Seigneur des Anneaux, qui est donc le LHC et qui fait 27 km de circonférence à la frontière franco-suisse, à la frontière, vous la voyez ici, en pointillé, le lac Léman, le Mont Blanc, le Jura. Donc vous voyez la taille de cette machine qui a mis presque 50 ans à être imaginée et construite depuis qu'on avait cette idée du boson de Higgs, qui est vraiment la clé de voûte du modèle standard. Maintenant, on peut dire qu'on a découvert cette clé de voûte et ça nous permet de dire que la compréhension de l'infiniment petit se résume à une formule qui est inscrite sur mon t-shirt, j'y reviendrai encore tout à l'heure, de la même manière que la gravité est décrite par une formule qui est la formule d'Einstein. Donc c'est vraiment important, c'est un grand palier, un nouveau palier de la connaissance grâce à cette machine. C'est une aventure scientifique hors norme, puisque d'une part c'est le centre, le CERN, donc, qui abrite cette machine. C'est une capitalisation d'installation fantastique. C'est un tunnel de 27 km de circonférence avec plein d'aimants dans lesquels les particules, les protons en l'occurrence, sont accélérés pour tourner dans un sens et d'autres protons pour tourner dans l'autre sens à une énergie qui est de 4 téraélectronvolts. Un électronvolt, c'est pas grand-chose, c'est l'énergie qu'acquiert un électron dans une différence de potentiel d'1 volt. 1 téraélectronvolt, 4 téraélectronvolts, c'est pas grand-chose non plus, c'est à peu près 1 microjoule, c'est l'énergie d'un moustique en vol. Mais dans un proton, l'énergie d'un moustique en vol, un proton, il a un volume qui est 1 milliardième de milliardième de milliardième de fois plus petit que celui d'un moustique. Donc c'est une densité d'énergie qui est considérable, ramassée dans un tout petit volume. Et la collision, puisqu'on a des protons qui tournent dans un sens et dans l'autre, et qui se rencontrent à 4 endroits différents, où il y a des grands détecteurs, que je vais vous montrer, les voilà, qui ont la taille de cathédrales, qui ont mis aussi longtemps à être construits et pour lesquels il y avait des grands défis technologiques. Donc les détecteurs voient ces protons se rentrer en collision les uns les autres. Alors vous me direz, un moustique, c'est pas grand-chose, mais je vous ai dit, c'était très dense, au point que les collisions, on avait peur que ça puisse faire des mini-trous noirs, puisqu'on avait une densité d'énergie considérable. Mais on a pu montrer que grâce aux rayons cosmiques qui nous arrivent sur Terre, on pouvait démontrer que c'était peu probable que ça fasse une catastrophe, sinon il y en aurait déjà eu dans le système solaire et sur la Terre. Mais il y a à peu près 1 million de milliards de protons qui circulent dans l'anneau. Donc 1 million de milliards de fois 1 microjoule, ça fait 1 gigajoule. Ça, c'est l'énergie d'un TGV qui est stockée dans la machine. Et lorsqu'on perd le faisceau, on n'a pas intérêt à le perdre de manière incontrôlée. C'était tout l'enjeu, c'est pour ça que ça a mis très longtemps à démarrer. La sécurité devait être absolue. Si vous traversez la machine ou les détecteurs, vous faites un trou dedans et vous cassez pas mal de choses. On a eu quand même un mini-accident de ce genre-là au tout début. Donc c'est une aventure scientifique hors norme pour plusieurs raisons.
Donc, d'une part, la capitalisation des machines. Ça a mis longtemps à capitaliser toutes ces machines parce que le CERN est né il y a 60 ans. Il a commencé par des petites machines qui étaient ici, dans les années 60, ce qu'on appelle le PS, qui faisait 600 mètres de circonférence. Ensuite, on a eu le SPS, qui faisait 7 km de circonférence, où ont été découvertes, d'ailleurs, c'était un peu la naissance du modèle standard, avec la découverte des bosons intermédiaires dans les années 80. Et puis, ce SPS, qui monte jusqu'à 400 gigaélectronvolts, injecte les protons. Le PS injecte dans le SPS et le SPS injecte dans le LHC qui a été construit tout récemment. C'est une aventure qui, dans le temps, a duré très longtemps. L'idée de ce boson scalaire spin 0, donc un champ qui remplit l'univers et qui est représenté par une seule composante, c'est-à-dire un nombre, et qui peut avoir une valeur moyenne non nulle dans le vide, à cause de ce potentiel du vide en forme de chapeau mexicain, eh bien cette idée date de 1964, donc il y a exactement 50 ans. L'idée on s'est aperçu que ce boson de Higgs devait avoir une masse inférieure à 1 téraélectronvolt, avec la relation E égale mc2, donc une masse inférieure à 1 téraélectronvolt divisé par C2. Et il fallait donc fabriquer une machine qui puisse accéder à n'importe quelle masse entre 0 et 1 téraélectronvolt. Et c'est pour ça que l'idée du LHC s'est imposée dans le début des années 80, même si à l'époque on ne savait pas comment la réaliser, comment faire les aimants, comment traiter les données, parce qu'il y a des 40 millions de collisions par seconde. En fait, toute l'énergie du faisceau disparaît sous forme de collisions qui ont lieu au centre des 4 détecteurs. 40 millions de collisions par seconde, comment traiter les données avec la nécessité d'avoir des détecteurs qui ont des millions de pixels. Dans une certaine mesure, si vous voulez, le LHC, c'est un peu la lampe. La lumière, en l'occurrence, c'est les protons. Et pour découvrir les particules, il faut des gros appareils photo qui sont ces grands détecteurs. Voir, c'est une lampe et un œil. Et bien là, on a une lampe qui n'est pas faite avec des photons parce qu'on ne peut pas accélérer les photons, donc on accélère les protons pour avoir une meilleure résolution. Et l'appareil photo, ce sont ces gigantesques détecteurs qui ont des millions de pixels. Donc traiter l'information, 40 millions de collisions et des millions de pixels à chaque fois, par seconde, c'était un défi qu'on ne savait pas encore traiter dans les années 80. Également, traiter le contrôle machine, arriver à gérer une machine de 27 km de circonférence avec une sûreté absolue, on ne savait pas comment le faire. Bref, un tas de défis. Ça n'a pas empêché qu'en 1994, le conseil du CERN, alors présidé par Hubert Curien, a donné le feu vert pour se lancer dans cette aventure. Et il a fallu 20 ans pour construire la machine et les détecteurs et surmonter petit à petit tous ces défis. Donc vous voyez que c'est une aventure scientifique qui est quand même très longue dans la durée, mais pas seulement ça, c'est un type d'organisation sociétale qui est assez fascinant, puisqu'il s'oppose un peu au modèle dominant actuel. D'abord, il s'agit d'une stratégie à long terme, et qui est une stratégie collaborative, puisqu'on a à peu près 10 000 chercheurs et ingénieurs du monde entier, de presque tous les pays de tous les continents, j'en parlerai tout à l'heure. C'est un peu une science pour la paix. On a à la fois l'Inde et le Pakistan dans la même expérience, l'Iran et Israël, bien sûr les grands pays, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, l'Amérique du Sud. Il manque surtout l'Afrique qui n'est pas très présente. Donc une stratégie dans le long terme, mondialisée, qui est un peu l'opposé, collaborative et mondialisée. On appelle ça compétition parce qu'il y a énormément d'émulation, mais c'est en même temps de la collaboration. C'est à la fois de l'émulation et de la collaboration, donc on a forgé ce mot de compétition. Donc stratégie mondialisée à long terme et collaborative, c'est un peu le contraire de la stratégie à court terme et compétitive qui est l'idéologie dominante. Et donc ce modèle sociétal, on travaille un peu dessus, notamment en liaison avec l'ONU, pour voir dans quelle mesure il ne pourrait pas être exporté pour des aventures concernant des objectifs de bien public. Et des objectifs de bien public partagés par l'humanité, il y en a beaucoup. Je pense qu'Hubert Reeves en parlera probablement demain. Le climat, l'eau, l'énergie. Peut-être que ce type d'organisation, vision à long terme et collaborative, innovation ouverte, tous les défis ont été surmontés sans brevet. Le prototype de l'invention qui a été faite au CERN, c'était le web. C'est un peu dans cet esprit qu'on continue, c'est-à-dire sans brevet et accessible à tous les pays immédiatement, notamment ceux qui travaillent sur le LHC. En associant les industriels à la R&D qui acceptent de mettre du personnel à disposition
et de participer sans brevet, parce que ça enrichit leur savoir-faire et leur image de marque. Je pense que sur des objectifs de bien public plus variés, on pourrait aussi utiliser ce modèle-là. Donc voilà, une aventure scientifique hors norme, par la taille, par le côté mondial, par la durée, par l'organisation. Comment peut-on positionner cette découverte du boson de Higgs dans cette recherche de la compréhension de quoi est faite la matière? Un bref rappel sur la matière. La compréhension qu'on a maintenant de la matière, c'est un peu le modèle des poupées russes. C'est-à-dire que, par exemple, l'air qui remplit cette salle, eh bien, on sait que si on regarde... Donc, il obéit à des lois de la physique classique, avec la pression, le volume, la température, la loi des gaz parfaits. Mais si on regarde de plus près, en fait, cette loi découle d'un phénomène microscopique qui est lié aux molécules qui sont dans l'air. Le gaz carbonique, l'oxygène, l'azote. Et cette physique des molécules, c'est la chimie, qui est le filament de la physique aussi. Les molécules, vous savez, sont faites d'atomes. Les atomes obéissent aux lois de la physique atomique, c'est la physique quantique. La physique des atomes, la physique quantique. Les atomes sont faits d'électrons. Alors les électrons, pour l'instant, sont toujours élémentaires. On ne voit pas de sous-structure. Mais ils sont faits au centre d'un noyau. L'essentiel de la masse est dans le noyau. Et le noyau, c'est la physique nucléaire. Et les noyaux sont faits de protons et de neutrons, pour lesquels on a une physique qu'on appelle la physique hadronique, la physique qui utilise comme point de base les protons et les neutrons. On sait que les protons et les neutrons ne sont pas élémentaires non plus, et ils sont faits de quarks. Et les quarks, comme les électrons, sont aujourd'hui les particules qu'on considère comme élémentaires. C'est-à-dire qu'elles ont une taille qui est inférieure à 1 milliardième de centimètre. Et on ne peut pas dire de quelle est la taille parce que le microscope le meilleur, c'est le LHC, et il ne voit pas plus loin, il n'a pas une résolution meilleure que le milliardième de centimètre. Donc on en est là pour l'instant. Peut-être que c'est la dernière poupée, et peut-être qu'il y a encore des poupées à l'intérieur des quarks et des électrons, on n'en sait rien. Mais la base du modèle standard, c'était bien entendu la physique de ces quarks et de ces électrons, basée sur les champs quantiques relativistes. Les champs quantiques relativistes, c'est des objets très conceptuels qui font qu'un champ quantique remplit le vide. Le vide, c'est pour ça qu'on parle de vide quantique, c'est l'espace, le temps et des champs qu'ils remplissent. Et ces champs, ce sont les grands ordonnateurs de la matière. Ils créent, ils annihilent la matière, ils la font apparaître, ils la font disparaître. Et le vide quantique, c'est l'état d'énergie minimum de ces champs quantiques. Un électron, donc, c'est un objet qui est fabriqué par un champ quantique et qui est à la fois une onde et un corpuscule. Donc vous voyez que la compréhension qu'on a d'un électron, c'est un espèce de concept matérialisé. D'ailleurs, voir un électron, c'est extrêmement conceptuel, ou voir un quark encore plus, parce qu'on n'arrive pas à sortir les quarks des protons, ils sont confinés à l'intérieur des protons. Donc on est dans un domaine de physique, la physique quantique des champs relativistes, où on peut dire qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est le réel et le monde des concepts. Les objets sur lesquels on travaille, c'est des concepts matérialisés. On est dans une espèce de travail de réalité immanente où le concept est à la fois concept et particule à la fois. C'est très différent de la physique classique où on a les lois PV égale RT d'un côté et l'air de l'autre. Mais là, il y a une convergence vers un principe d'immanence. Ceci dit, c'est quand même encore plus troublant parce que malgré tout, on sait que l'histoire de l'univers, ça va être l'histoire en sens inverse de celle que je vous ai racontée. On part d'une soupe de quarks et d'électrons qui vont donner des protons et des neutrons, et qui vont donner des noyaux, qui vont donner des atomes, qui vont donner des molécules, et qui vont donner finalement le vivant, etc. Donc une complexification, une évolution, une histoire de la matière, alors que les lois de la physique, parce que malgré tout, les lois de la physique classique, elles découlent il y a un continuum, elles découlent des champs quantiques relativistes. Les lois de la physique n'ont pas changé. Donc on se dit, il y a un monde réel qui évolue, et puis il y a ce monde des lois qui, lui, ne bouge pas au cours du temps. Donc on se dit, il y a peut-être un monde différent, ce monde des lois. Donc ce sont des questions philosophiques sur lesquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui, mais qui interpellent à la fois les philosophes et les scientifiques. On travaille beaucoup dessus. C'est un peu comprendre d'où ça sort tout ça. Donc, donc voilà le tableau actuellement des particules élémentaires. C'est le tableau de Mendeleïev. Vous vous rappelez, le tableau de Mendeleïev, c'était le tableau des atomes. Et bien là, on a affaire donc à un certain nombre de particules de matière
qui ont des spins 1,5, c'est-à-dire c'est des champs quantiques à 2 composantes, et qui constituent la matière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre dans le même état quantique, et c'est pour ça que ça fait l'impénétrabilité de la matière, la dureté de la matière, si vous voulez. Toute la matière stable est faite à partir des quarks UD et des électrons, mais il y a d'autres particules élémentaires plus lourdes qui sont instables, qui sont là, ces quarks-là, et c'est le mu et le tau sont des électrons lourds. Puis enfin, on a les neutrinos, alors qui sont un peu exotiques, qui sont stables, eux, et qui remplissent l'univers. Donc la matière stable, c'est UD, électrons et les neutrinos, parce que les neutrinos sont stables, ils remplissent tout l'univers. Ils sont des espèces de particules passe-murailles qui nous proviennent du Soleil, par exemple. Vous êtes traversé par 60 milliards de neutrinos par centimètre carré et par seconde. C'est énorme. Et on a des neutrinos du Big Bang qui nous traversent aussi en permanence et qui remplissent l'univers, un peu comme le bain fossile de photons. Et puis on a les particules de force, c'est-à-dire que ces particules interagissent à travers des forces. Il y a 3 forces quantiques. Il y a une force qui n'est pas quantique pour l'instant, c'est la gravité, que je ne vais pas décrire ici, et qui n'est pas dans l'équation que j'ai sur mon t-shirt, c'est l'équation d'Einstein. La gravité, elle est géométrique, on l'a bien entendu par Marc Lachaiseray, et déterministe. La mécanique quantique, elle est intrinsèquement probabiliste. Et donc c'est 2 concepts qu'on n'arrive pas à réconcilier pour l'instant. Les forces qui apparaissent dans la physique classique, c'est du domaine des lois, les forces. Et bien là, de nouveau, les forces, ce sont aussi des particules, comme les particules de matière, mais les champs, cette fois-ci, ils ont 3 composantes. Ce sont des spins 1, donc le photon pour l'interaction électromagnétique, le gluon pour l'interaction forte, celle qui relie les quarks entre eux. Et puis les bosons intermédiaires, c'est l'interaction faible, c'est la radioactivité. C'est ceux-là qui ont été découverts dans les années 80 au CERN et qui étaient prédits par le modèle standard. Ça a été la première grande confirmation. Et il restait ce boson de Higgs, parce que sans le boson de Higgs, on était capable de faire un modèle de ces particules et de la manière dont elles interagissaient, mais la seule manière qu'on avait, à travers les symétries qui étaient mises en jeu, c'était de donner des masses nulles. Il fallait que les quarks et toutes ces particules aient des masses nulles. Or, on savait qu'elles n'ont pas de masse nulle. Et les premiers, quand imaginaient garder ce modèle standard, mais inclure en plus un mécanisme de brisure de symétrie lié aux propriétés du vide quantique, je vous ai dit que le vide quantique était plein de champs, et ces champs, en permanence, fabriquent et annihilent des particules virtuelles dans le vide. L'état minimum, c'est un état d'agitation des champs quantiques qui fabrique des particules virtuelles qui sont fabriquées et réannihilées quasiment instantanément. D'ailleurs, dans une collision de particules, il suffit de donner une petite énergie au vide quantique pour que ces particules virtuelles qui sont présentes en permanence deviennent réelles. Et lorsqu'on a une collision proton-proton ou LHC, la violence de la collision, cette énergie, est transférée en partie au vide quantique et fait surgir des particules réelles. C'est d'ailleurs un peu la racine probablement de la compréhension du Big Bang aujourd'hui, à partir du vide quantique, une énergie qui transforme les particules virtuelles en particules réelles avec une explosion qui en découle. Pour arriver à faire tout ça, il faut un mécanisme qui brise la symétrie dans le vide quantique, un potentiel qui a la forme d'un chapeau mexicain, j'y reviendrai, et qui est associé à un boson scalaire, donc un spin 0, un champ qui est un nombre, qui remplit l'univers avec un nombre, et c'est le fait que cette valeur moyenne dans le vide est non nulle, qui donne les propriétés, qui permettent de donner une masse aux autres particules. C'est ce boson de Higgs dont, comme je vous l'ai dit, on savait simplement, si on imaginait ce mécanisme, on ne pouvait pas prédire la masse, et on savait simplement que pour avoir une cohérence du modèle standard, cette masse devait être inférieure à 1 téraélectronvolt, et donc la motivation principale du LHC, vis-à-vis des financeurs, c'était, après avoir expliqué tout ce que je viens de dire, c'était de dire où on le trouvera, c'est to be or not to be pour le Higgs, où on le trouve, et on a la clé de voûte du modèle standard, on a une compréhension cohérente, un nouveau palier de la connaissance, où on ne le trouve pas, et ça veut dire qu'on ne sait pas actuellement, on ne saurait pas à ce moment-là expliquer les propriétés des particules élémentaires. Donc voilà le thème récurrent, l'idéal commun de tous ces 10 000 chercheurs, c'était de trouver ce boson de Higgs, ou bien montrer qu'il n'existait pas. C'est ça qui permettait d'ailleurs de s'organiser pour construire les détecteurs sous forme d'autogestion avec des gens de cultures très différentes, parce que les décisions pouvaient être prises au nom de l'optimisation de la recherche de ce boson de Higgs dans des ressources qui sont limitées. Donc un critère objectif, même s'il y avait une forte émulation entre les gens, on arrivait quand même à décider et à faire marcher une certaine forme d'autogestion.
Donc voilà la particule qui manquait. Éventuellement, on imaginait déjà des modèles plus compliqués que le modèle standard où il pourrait y avoir plusieurs bosons de Higgs. Voilà donc François Englert et à gauche et Peter Higgs à droite qui se congratulent lors de la présentation au CERN de la découverte d'une particule qui semblait, donc c'était le 4 juillet 2012, avoir tous les traits compatibles avec celle d'un boson de Higgs. Donc ça, c'était le séminaire qui a eu lieu dans le grand auditorium du CERN. C'était un peu comme un concert de rockstar, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de jeunes qui voulaient rentrer dans la salle et qui s'étaient rassemblés déjà la veille au soir. Le séminaire avait lieu à 9h du matin, a été webcasté dans le monde entier. Néanmoins, ils voulaient rentrer dans la salle. On a eu une queue jusqu'à 500 mètres à minuit. Et malheureusement, ils n'ont pas pu tous rentrer, ils sont allés dans des salles voisines. Mais c'était vraiment un souhait de participer à l'événement. Bien sûr, il y a eu une conférence de presse qui a eu un écho au-delà de tout ce qu'on attendait. Toute la presse en a parlé, la presse écrite, les médias, la télévision, la radio, et on a estimé par une enquête, je crois faite par la Sofres, qu'à peu près 1 milliard de personnes ont été exposées à la découverte du boson de Higgs. Je ne suis pas sûr qu'elles aient compris bien exactement de quoi il s'agissait, mais elles sentaient que c'était une avancée dans la connaissance, dans l'exploration de la connaissance. Elles sentaient qu'il s'était passé quelque chose, un peu comme les grands explorateurs. Cette fois-ci, c'est une exploration de la connaissance. On a fait une enquête un peu plus tard pour savoir s'ils avaient bien compris, vraiment enregistré cette découverte du boson de Higgs. Et c'est France Inter qui a fait un micro-trottoir. Et malheureusement, une grande partie des réponses était de dire « Ah oui, le boson de Higgs, c'est celui qui va plus vite que la vitesse de la lumière. » Ils avaient confondu avec les neutrinos. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais bon, ça fait partie de la vie. Un message transmis, il en reste ce qui en reste. Donc voilà comment on essayait d'expliquer cette découverte lors le 4 juillet 2012. Essentiellement sur les milliards de collisions qui avaient été accumulées, 40 millions de collisions par seconde, hein, et donc les milliards de collisions par jour, et ça a duré pendant une centaine de jours de prise de données. Voilà quelques centaines d'événements, centaines de collisions, donc, qui étaient compatibles avec la création d'un boson de Higgs. Essentiellement, ce boson de Higgs, on s'attendait à ce qu'il se désintègre très vite. Suivant sa masse, il se désintègre de manière différente. Là, on voit donc, la première indication, ça a été ces événements avec 2 gamma, 2 photons de produits, et qui étaient compatibles avec la possibilité d'une désintégration du boson de Higgs en 2 gamma, en 2 photons. En fait, ça devait apparaître sur un continuum où les 2 photons sont produits sans passer par le boson de Higgs, ça devait apparaître comme un pic en masse, c'est-à-dire que le parent doit avoir une masse bien déterminée, le boson de Higgs, et ce pic, il a été prédit, c'est-à-dire que le fond était parfaitement prédit par le modèle standard, c'est la ligne, et vous voyez tous les points qui poussent bien la ligne, mais sur ce fond, il y a un pic qui est décrit bien par le modèle standard si le boson de Higgs a une masse de 126 GeV. Vous voyez ici un zoom, ça la courbe, on passe à travers les points observés en prenant un modèle standard avec un boson de Higgs de 126 GeV. Ça, c'était dans CMS, un des 4 détecteurs que je vous ai montré. En fait, il n'y en avait que 2 qui recherchaient le boson de Higgs. Un 3e était consacré à comprendre les différences entre particules et antiparticules, pour essayer d'avoir une idée sur d'où vient la disparition de l'antimatière. Et un 4e regarde les collisions plomb-plomb, parce qu'on fait aussi des accélérations de plomb, pour regarder l'état de la matière à une microseconde après le Big Bang, le plasma de quarks et de gluons, lorsque les quarks et les gluons allaient juste commencer à se confiner dans des protons et des neutrons. Cet état de la matière a été découvert d'ailleurs par cette expérience ALICE, qui est un nouvel état de la matière. Donc vous voyez ici ce pic, il était vu par 2 expériences, CMS et Atlas, et on pouvait, donc Atlas l'a vu aussi en gamma-gamma, mais CMS et Atlas l'ont vu aussi en 4 particules. Là où vous avez 4 particules, c'est 4 électrons ou 4 muons ou 2 électrons, 2 muons. Et la probabilité, on pouvait montrer quelle est la probabilité que le bruit de fond, c'est-à-dire cette courbe, puisse fluctuer par malchance et donner un pic comme celui-là. Eh bien, cette probabilité était de 1 sur 1 milliard. Il faudrait faire 1 milliard d'expériences tirées au hasard pour en avoir une qui présente un pic de cet ordre-là. Donc on avait vraiment des grandes chances à 999, enfin une chance sur 1 milliard que ce ne soit pas ça. Que ce soit une particule compatible avec un boson de Higgs. Depuis, après le 4 juillet 2012, ça a continué jusqu'au début 2013. Et là, on voit maintenant le pic en 4 électrons et 4 muons. Vous le voyez ici, c'est le Z0 qui était bien connu. Ça, c'est le seuil 2Z.
parce que vous avez le Z se désintègre en 2 électrons ou bien en 2 muons, et donc, lorsque vous avez 4 électrons, 4 muons ou 2 électrons, 2 muons, vous avez l'ouverture du seuil ZZ qui apparaît ici, et entre les deux, il y a cette particule, ce pic, qui correspond bien à 126 GeV, le même qu'en gamma-gamma, vu dans CMS et vu dans Atlas. Donc 2 expériences, 2 canaux, ont considéré que la preuve était établie, d'autant plus qu'avec suffisamment de données, début 2013, le spin 0 était pratiquement garanti. Donc c'est la seule particule de spin 0. Hein. Toutes les autres ont spin 1,5 ou spin 1, comme je vous l'ai montré au début. Les particules de matière spin 1,5, les particules de force spin 1. Et on avait donc ce boson scalaire qui commence à ressembler vraiment extraordinairement au boson de Higgs. Alors bien sûr, pour faire tout ça, il faut beaucoup de choses. Hein. Il faut de la passion. Là, vous la voyez lorsque les premières collisions au LHC en mars 2010. Il faut de la patience et tous les métiers associés. Vous voyez la machine, donc la grande lampe qui permet de regarder dans le vide quantique et trouver et faire sortir des nouvelles particules. Donc comme je vous l'ai dit, on part en fait, c'est une succession de machines. On part d'une bouteille d'hydrogène ou bien du plomb. D'hydrogène, on sort les protons par un champ électrique. On les envoie dans un petit anneau qui tiendrait dans cette pièce, qui est ce qu'on appelle le booster, qui monte jusqu'à 1 GeV6, 1 giga-électronvolt,6. Là, on va dans le PS, qui est la machine des années 60-70, qui monte jusqu'à 26 giga-électronvolts. Et là, on va dans le SPS, qui monte jusqu'à 400 giga-électronvolts et qui fait 7 km de circonférence, et qui était la machine des années 80, pour aller finalement dans le LHC, qui fait 27 km de circonférence, et qui monte jusqu'à 4 téraélectronvolts aujourd'hui, et qui devrait monter à 8 téraélectronvolts, 7 téraélectronvolts au début de l'année prochaine, et tourner jusqu'à 2030. Donc vous voyez une machine conçue en 1994 qui va tourner jusqu'à 2030. Et on commence, on a eu le kick-off meeting il n'y a pas très longtemps, à réfléchir à une machine qui pourrait faire 100 km de circonférence. Le problème, c'est qu'elle passe sous le lac Léman, cette fois-ci. Elle fait le tour du Salève, et elle lèche le Jura, et qui pourrait être la prochaine machine qui pourrait monter jusqu'à 100 téraélectronvolts. Donc ça, c'était en liaison avec, c'est surtout le CERN, en liaison avec les grands laboratoires nationaux des différents pays et les industriels, qui a réalisé la machine. Par contre, les détecteurs que vous voyez ici, CMS, ALICE, Atlas et l'HCB, qui est là, ont été réalisés par ces collaborations de chercheurs de différents laboratoires, 400 laboratoires environ, impliqués et une centaine de pays, et qui ont, sous un mode d'autogestion, réussi à faire ces grands appareils photo qui permettent de voir les traces des particules qui sont extraites du vide quantique. Donc encore une fois, tous les métiers pour la machine, cette R&D avec les industriels, on ne savait pas faire les aimants, donc il a fallu développer des câbles supraconducteurs, parce que bien entendu on voulait faire passer des grands courants pour avoir des grands aimants, et pour ça il vaut mieux être en supraconducteur, sinon on extrait trop d'énergie. Mais le prix à payer pour des aimants supraconducteurs, c'est qu'il faut refroidir tous ces câbles avec de l'hélium superfluide à 1,9 degrés Kelvin. Donc vous voyez qu'on a ici quasiment l'endroit le plus froid dans l'univers, alors que les collisions représentent l'endroit le plus chaud dans l'univers. Le nombre d'aimants est gigantesque, il y a 1200 dipôles pour maintenir les particules sur leur trajectoire circulaire, qui montent jusqu'à 8 Tesla pour 7 TeV. Ils vont monter jusqu'à 9 Tesla, donc 8 Tesla l'année prochaine. Pour l'instant, ils sont à 4 Tesla. Ils étaient à 4 Tesla. Il y a 1000 quadrupoles pour focaliser, et puis il y a des 6000 aimants de correction. Il y a des cavités accélératrices, donc des champs électriques, 8 qui permettent à chaque tour de donner une pichenette au faisceau pour le monter de 400 GeV jusqu'à 4 téraélectronvolts. Le total de la puissance électrique, c'est essentiellement l'usine cryogénique, c'est 120 MW lorsque le LHC fonctionne. 40 millions de collisions par seconde, je vous l'ai dit, des millions de pixels. Comment traiter tout ça? Il était hors de question d'avoir un supercalculateur au CERN qui puisse gérer tout ça. La seule manière, c'était de mettre tous les laboratoires ensemble et tous leurs moyens de calcul ensemble, donc les 400 laboratoires d'un peu partout et tous leurs utilisateurs avec ce qu'on appelle la rotation, qui donne cette propriété au vide quantique d'être dans une certaine mesure visqueux par rapport à la trajectoire, au mouvement des particules. Et cette viscosité, entre guillemets, c'est l'inertie, la masse inertielle des particules.
La masse inertielle n'est plus une propriété intrinsèque aux particules, c'est une propriété partagée entre la particule et le vide quantique, qui est un quasi-milieu finalement, parce que ça c'est une transition de phase que je vous ai décrite, un peu la même que pour les supraconducteurs, passer de l'état résistif à l'état supraconducteur, mais appliquée au vide quantique. Donc vous avez un quatrième milieu, vous avez les gaz, vous avez les liquides, vous avez les solides, et vous avez le vide quantique, un quasi-milieu qui est capable de commettre des transitions de phase. Et le vide quantique, ce n'est pas une simple vue de l'esprit, c'est le fait qu'il y ait des particules virtuelles. Il y a ce qu'on appelle l'effet Casimir, si vous faites le vide dans une boîte, il reste une force résiduelle liée aux photons virtuels qui se baladent entre une paroi et l'autre, qui ne sont pas réels, et qui créent une force entre deux parois. Donc vraiment un quasi-milieu, et ça c'est la confirmation avec une propriété non triviale liée à la masse, et qui peut-être est liée aussi à une énergie et à l'inflation dont j'ai parlé. Donc encore une fois, qu'est-ce que le vide illustré ici? C'est plein de particules virtuelles non détectables. Ce sont ce qu'on appelle des fluctuations quantiques liées à la relation d'incertitude d'Heisenberg, delta E, delta T. Pendant des temps très courts, vous pouvez avoir des fluctuations d'énergie qui donnent lieu à des particules virtuelles. Pour les rendre réelles, il faut apporter encore de l'énergie au vide pour qu'elles deviennent réelles. Les particules virtuelles, donc le champ de Higgs, intervient aussi comme particule virtuelle, et c'est ce bain de particules de Higgs qui donne cette viscosité du vide, par les interactions des particules avec les particules virtuelles du vide quantique. Mais encore fallait-il découvrir ce boson de Higgs, le produire réellement à partir du vide quantique, et l'observer. Encore une fois, je vous ai dit que c'était l'équation des forces quantiques. Il y a une autre équation qui est l'équation d'Einstein, qui est purement géométrique, c'est de la courbure de l'espace-temps liée au tenseur d'énergie impulsion. Et il y a dedans ce qu'on appelle une constante cosmologique, qui est un grand mystère. Et la question, c'est de savoir est-ce que cette constante cosmologique a à voir ou non avec l'énergie du vide quantique et éventuellement avec l'énergie noire qui est responsable d'une inflation accélérée de l'expansion de l'univers, encore à nouveau à présent. Sans doute une constante cosmologique au tout début pour l'inflation de l'univers primordial, peut-être associée à une énergie du vide très grande, et peut-être aujourd'hui une énergie du vide quantique résiduelle, même si je vous l'ai montré à zéro dans mon chapeau mexicain, il reste peut-être un petit quelque chose qui est responsable de nouveau d'une expansion exponentielle de l'univers aujourd'hui. Ça fait partie des questions et des controverses scientifiques d'aujourd'hui. Le lien entre l'énergie noire et la constante cosmologique, le lien entre l'énergie noire et l'énergie du vide quantique. Alors pourquoi, là je vais parler essentiellement de l'infiniment petit, qu'est-ce que ça apporte la découverte du boson de Higgs dans la compréhension de l'univers primordial et de ce qui s'est passé au tout début? Bien c'est sous-jacent, ça va être l'apparition de la masse et de la lumière qui vont être liées à cette transition de phase du vide quantique. Vous savez qu'en étudiant l'infiniment petit avec des accélérateurs de particules, eh bien on essaye d'étudier l'univers tel qu'il était au tout début. Alors pourquoi ça? Parce que vous savez que c'est pas à vous que je dois le dire, vous êtes des astronomes, donc vous avez entendu parler de ça depuis longtemps. L'univers s'agrandit, s'étend, l'espace de l'univers s'étend, toutes les galaxies se fuient les unes les autres, et un observateur qui est situé au point de croisement de ces lignes, il voit tout s'éloigner autour de lui, et il peut raconter l'histoire, à travers les lois de la physique, l'histoire de l'univers dans le temps. C'est un observateur en chute libre. Là, on rejoint les exposés de Marc Lacheseret et de Roland Lehoucq. Un observateur en chute libre, eh bien, il a sa ligne d'univers, et donc une histoire qui est la même pour tous les observateurs en chute libre, qui est l'histoire de l'univers, dans lequel il y a un temps qui peut être défini. C'est le temps en chute libre pour un observateur qui est en chute libre avec tout le reste de l'univers. Première chose, donc quand on voit loin, il y a deux choses qui se passent, c'est que quand on voit loin, on voit l'univers tel qu'il était il y a longtemps, puisque la lumière voyage à 300 000 km par seconde, donc le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes, le centre de la galaxie tel qu'il était il y a 30 000 ans, et puis il y a des galaxies qu'on voit très loin, telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années. Et puis évidemment, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que 13,7 milliards d'années, parce qu'il y a 13,7 milliards d'années, donc quand on remonte l'histoire de l'univers, dans le passé, l'univers était plus dense, puisqu'on voit l'expansion aujourd'hui, en remontant dans le temps, il était plus dense et plus chaud, un peu comme la loi
des gaz parfaits dont j'ai parlé au début. Plus c'est dense, plus c'est chaud. Et donc, si vous remontez, eh bien, toutes les structures sont décomposées, les galaxies, les étoiles, les atomes, les protons, les noyaux, les protons, les neutrons, et finalement, vous avez au tout début une soupe de quarks et d'électrons qui est à très haute température, et on reproduit finalement au LHC les collisions de grande température. Ça veut dire que tout ça a été très agité et se collisionner, rentrer en collision en permanence les uns avec les autres, et on reproduit donc en laboratoire au LHC l'univers tel qu'il était lorsqu'il avait 1 million de milliards de degrés. Et qu'il était extrêmement dense, et ça correspondait à cette première picoseconde après un moment où il avait une température et une densité qui irait vers l'infini si on extrapolait le modèle standard, mais qui malheureusement n'est pas extrapolable à l'infini, puisqu'il y a un moment où il faut faire rencontrer les deux théories de la gravité et les théories quantiques, ce qu'on ne sait pas faire. Donc, en remontant l'histoire de l'univers, on reproduit, on a des conditions dans l'univers qui sont celles que l'on reproduit en accélérateur. Alors, pas tout à fait quand même, parce que nous, on n'a pas la gravité. Lorsqu'on fait des collisions, elles ne sentent pas la gravité. Les particules sont tellement légères qu'elles ne sentent pas la gravité, alors que lorsqu'elles étaient en collision dans l'univers avec les températures équivalentes à celles qu'on fait au LHC, elles ressentaient la gravité, et très fortement. Donc vous voyez maintenant les échelles de distance qu'on arrive à explorer, d'une part avec les télescopes, donc la taille de l'univers observable, comme je vous l'ai dit, c'est 13,7 milliards d'années-lumière, parce que quand on regarde à 13,7 milliards d'années-lumière, on voit l'univers tel qu'il était il y a 13,7 milliards d'années, et c'était une soupe de particules élémentaires, et donc il était opaque et on ne peut pas voir plus loin. Donc ça, c'est l'univers observable. De l'autre côté, avec le LHC, on n'a pas 10 puissance moins 18 cm, mais avec le modèle standard, on peut essayer d'extrapoler jusqu'à un moment où on sait que ça n'a pas de sens d'extrapoler parce qu'on devrait faire intervenir la gravité quantique, c'est ce qu'on pourrait appeler l'échelle du Big Bang, lorsque l'univers avait une densité qui correspondait à ce type d'échelle. Et entre les deux, on a bien entendu l'être humain qui regarde des deux côtés, qui explore. Et donc, il voit le rayon de la Terre au Soleil, le rayon des galaxies, l'univers. Et dans l'autre sens, il voit les atomes, les protons, et il essaye d'extrapoler vers le Big Bang. Comment on regarde l'infiniment grand? Vous le savez très bien, c'est avec les télescopes, soit au sol, soit dans l'espace. Et comment on regarde l'infiniment petit? C'est avec le LHC, je l'ai bien dit, c'est un super microscope. Il éclaire la matière, et on peut essayer d'étudier les lois de la physique juste après le Big Bang. Ça augmente la symbiose entre la physique des particules, l'astrophysique et la cosmologie. C'est en ce sens que ça apporte des choses sur les deux infinis. Voilà l'extrapolation qu'on peut faire. Donc le LHC correspond à peu près à une picoseconde après le Big Bang. Et vous voyez les différentes échelles et les différents temps qui correspondent à l'histoire de l'univers. D'ailleurs, quand on extrapole, on est un peu saisi aussi de vertige quand on extrapole le modèle standard. C'est qu'on a tendance à penser que, déjà on a vu avec le modèle standard que l'interaction électromagnétique et l'interaction faible s'unifient aux énergies du LHC. Ça devient impossible de dire si deux quarks interagissent par interaction électromagnétique ou faible, c'est une seule interaction dite électrofaible. Et on pense que lorsqu'on va vers 10 puissance 15 GeV, on devrait avoir une unification avec la force forte, donc une grande unification de toutes les forces quantiques vers 10 puissance 15 GeV, où toutes les interactions quantiques deviennent indifférenciables, au point qu'on peut se dire que les particules deviennent probablement indifférenciables. D'une part, elles vont avoir une masse nulle lorsque dans l'histoire de l'univers on remonte au-delà de cette température de 1000 GeV, et d'autre part, c'était au moment donc on avait avant la brisure de la transition de phase du vide quantique, et d'autre part, si elles interagissent toutes de la même manière, vous avez une espèce de soupe de particules quasiment toutes identiques les unes des autres. Donc vous voyez comment petit à petit la complexité a émergé à partir d'une soupe de particules indifférenciées pour devenir finalement ce que nous sommes nous. Voilà les premières collisions du LHC, donc ça ressemble à des mini-Big Bang, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas la gravité. Voilà une collision plomb-plomb, encore plus spectaculaire. Et donc voilà l'histoire donc maintenant qu'on peut raconter de l'univers après la découverte du boson de Higgs. Elle a un tout petit peu changé, mais c'est surtout les résultats de WMAP et de Planck qui concordent aussi pour dire que quand même la matière et l'univers trouvent leur source dans le vide quantique. Donc le schéma nominal, mais qui reste à consolider,
c'est de dire que le vide quantique animé de fluctuations quantiques a reçu, pour une raison qu'on ne connaît pas, une forme d'énergie qui s'est à un moment donné transformée en une soupe de particules suite à une explosion qu'on appelle l'inflation. Les fluctuations quantiques du vide vont rester imprimées au cours de cette évolution. Dans cette évolution, après une picoseconde, les particules qui au début, cette soupe était des particules sans masse et avec une seule type d'interaction, après une picoseconde intervient le mécanisme de Brout, Angler et Higgs qui font cette transition de phase du vide quantique avec la brisure de symétrie liée au chapeau mexicain, et les particules acquièrent une masse et la lumière devient ce qu'elle devient, c'est-à-dire un photon de masse nulle, alors qu'avant elle était indifférenciée des autres particules. Donc ça c'est la première, la masse vient aux particules et la lumière fut, si je puis dire, après une picoseconde, le mécanisme de Higgs. Ensuite, après une microseconde, vous avez les quarks et les gluons qui étaient en une espèce de soupe, qui se deviennent des protons et des neutrons. C'est ce qu'a bien observé le détecteur Alice en collision plomb-plomb. Ensuite, après quelques minutes, les protons et les neutrons se forment. Après quelques minutes, les noyaux vont se former. Et après 400 000 ans, les atomes vont se former. Et lorsque les atomes se forment, les atomes sont électriquement neutres, l'univers devient transparent, et donc on peut voir cette fameuse image du rayonnement fossile, qui est très uniforme, parce qu'à l'époque c'était une soupe très uniforme, mais sur laquelle vous savez qu'on voit des grumeaux. Ces grumeaux, on pense qu'ils viennent des fluctuations quantiques du vide, transportées par l'inflation, et ce sont ces grumeaux qui sont les germes, par la gravitation, de ce qui va suivre après, donc la formation des premières étoiles, la formation des premières galaxies, et ensuite la chimie qui va apparaître, les planètes, etc. Donc c'est ça le nouveau récit. Apparemment, on serait tous nés de fluctuations quantiques du vide. On savait déjà qu'on était des poussières d'étoiles par Hubert Reeves, mais là on va encore un peu plus loin. Il semblerait que ces poussières d'étoiles elles-mêmes sont les résultats des fluctuations quantiques du vide. La grande unification, il y a un grand débat et une grande excitation en ce moment, parce qu'on a cru qu'avec les modes B du rayonnement fossile, on avait vu les fameuses ondes gravitationnelles qui auraient été transportées par l'inflation, et qui confirmerait cette grande unification à 10 puissance 16 GeV, cette indifférenciation des particules, du monde des particules, au-delà de 10 puissance 16 GeV. Mais c'est un résultat qui est contesté. Il faut attendre les résultats de Planck, qui devraient sortir, je crois, en septembre ou en octobre, très bientôt. Voilà l'image de Planck telle qu'elle a été annoncée en 2013, à peu près au même moment que le boson de Higgs. Et vous voyez, donc, c'est une carte en fait où les contrastes ont été exagérés par les couleurs de bleu à rouge, mais ce sont des contrastes de l'ordre de quelques pour 10 000, donc des très petits contrastes, mais ce sont ces grumeaux qui ont tout à fait la forme attendue de fluctuations quantiques, parce qu'elles sont invariantes d'échelle. En gros, quel que soit le zoom que vous faites sur cette carte, vous voyez toujours à peu près le même aspect. Donc, fluctuation quantique primordiale, c'est assez fascinant, puisque ça voudrait dire qu'il y a eu une époque où ces fluctuations, donc c'est peut-être de l'énergie du vide, ont induit une expansion accélérée avant que les interactions se différencient, que les particules deviennent massives et que la lumière soit. Donc maintenant, on commencerait à avoir à dire, on comprend tout dans l'univers, au point que les gens font des simulations d'univers, ils partent de la soupe, ils mettent la gravité, ils mettent les grumeaux, et hop, ça se met donc ça c'est le redshift que vous voyez imprimé, ça se met à se structurer de plus en plus, les galaxies, les filaments, les étoiles, les amas, jusqu'à ce qu'on puisse observer tout ça. Mais malheureusement, c'est pas vrai ça, cette image-là, on ne sait pas tout expliquer, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'on a au moins 4 grandes questions devant nous. La première, vous la connaissez probablement tous et toutes, qu'est-ce que c'est que la matière sombre, puisque si on fait le bilan de ce qu'il y a dans l'univers, il n'y a que 5% qui est constitué de la matière dont on est fait, dont sont faits les objets qui nous entourent. Il y a 25% qui est dû à un type de matière dont on ne connaît pas la nature, peut-être des particules élémentaires, on les cherche au LHC, on avait espéré les trouver, ce qu'on appelle les particules supersymétriques, qui arrangeraient aussi, qui compléteraient le modèle standard, notamment pour réaliser cette grande unification et pour expliquer pourquoi on a 2 échelles de physique, une échelle à 10 puissance 16 GeV d'unification et une échelle à 1000 GeV ou 126 GeV, l'échelle du boson de Higgs. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des échelles si différentes, sans parler de l'échelle du milli-électron-volt qui est celle de l'énergie noire aujourd'hui. Comprendre ces échelles, la supersymétrie permettrait d'aider beaucoup et elle permettrait d'introduire des nouvelles particules dont la plus légère serait stable et pourrait constituer la matière noire, mais pour l'instant on ne l'a pas vu, ni autour de nous, ni avec les accélérateurs.
Qu'est-ce que l'énergie sombre? Je vous ai dit que l'univers, de nouveau, est en train d'enfler de manière exponentielle. Donc au début, il a augmenté, il est parti de manière exponentielle, c'est la fameuse inflation liée au Big Bang. Ensuite, l'expansion se ralentit, et ensuite, elle repart maintenant de nouveau de manière exponentielle, et on pense à ce moment-là que c'est dû à une forme d'énergie résiduelle du vide, l'énergie noire, la constante cosmologique, mais qu'est-ce que c'est que ça? Actuellement, on ne sait pas. Où est passée l'antimatière? Aussi loin qu'on regarde, on voit que de la matière et pas d'antimatière, alors qu'en accélérateur, chaque fois qu'on produit une particule, il y a son antiparticule qui est produite en même temps. Si on est parti de rayonnement, d'énergie, on s'attendrait à ce qu'il y ait autant de particules que d'antiparticules dans la soupe primordiale, et on devrait avoir autant de matière que d'antimatière. Il y a des pistes pour expliquer ça, mais il n'y en a aucune actuellement qui permet de comprendre pourquoi l'antimatière a disparu. Et puis enfin, on a les neutrinos, on a les neutrinos dont on n'est pas sûr que leur masse soit due au mécanisme de Brute angulaire et Higgs. C'est peut-être dû à un autre mécanisme, et peut-être que la petitesse des masses des neutrinos est révélatrice de la grande unification de 10 puissance 16 GeV. Il y a des mécanismes qui permettent d'expliquer ça. Et puis bien sûr, le défi sur lequel beaucoup de théoriciens travaillent, c'est concilier la gravitation et la théorie quantique, la gravité quantique. Dernière question qui est l'objet d'interrogation plus que de travail, mais encore qu'on fait des simulations pour ça. Dans toute cette évolution qui fait partir d'une soupe de particules indifférenciées et qui permet petit à petit de voir émerger des structures et des structures de plus en plus complexes, quelle est la part qui est due au hasard, puisqu'on part d'un univers quantique au départ, intrinsèquement probabiliste? Quelle est la part qui est due à la nécessité, c'est-à-dire aux lois de la physique, et comment l'émergence résulte de tout ça? C'est un lieu de controverse scientifique. Donc pour terminer, je voudrais redire quelques mots sur le CERN et comment, à la lumière de ces résultats et de ce qu'est le CERN, on envisage le futur au-delà du LHC. Donc dès le départ, les missions du CERN, c'était donc la recherche, l'éducation, l'innovation, rassembler et donner à l'Europe un souffle nouveau après la dévastation de la guerre. Et l'Europe, donc, là, vraiment a rempli sa mission, si je puis dire. C'est devenu la capitale mondiale de la physique des particules. Rosetta aussi est certainement un succès de la construction européenne à travers l'ESA. Donc, la mission, donc les fondateurs, et il y a une convention qui a créé le CERN, signée par les États, qui est déposée à l'UNESCO. Donc repousser les frontières de la connaissance, les secrets du Big Bang, à quoi ressemblait la matière dans les tout premiers instants de l'existence de l'univers. Et le non-dit, c'est donner la capacité à l'Europe de rivaliser avec l'Amérique et l'URSS à l'époque. Et on peut dire que maintenant, c'est vraiment le centre de la recherche dans ce domaine, de frontières en énergie. Développer de nouvelles technologies de manière ouverte. Donc le web, ça en est l'emblème. La grille de calcul, donc c'est cette espèce de cloud computing, et puis maintenant des ouvertures vers la médecine, le diagnostic et la thérapie, donc imagerie médicale. Ça a commencé avec les chambres à la Charpak, et ça continue avec l'utilisation des détecteurs du LHC pour améliorer la sensibilité à l'imagerie médicale. Et enfin les accélérateurs aussi qui servent pour traiter des tumeurs dans le cancer, pour le cancer dans le cerveau notamment. Former des scientifiques, des ingénieurs, mais aussi des professeurs, des élèves de toutes sortes, et rassembler des personnes de différentes nations et de différentes cultures. Donc un exemple d'application médicale, vous le voyez ici, donc les accélérateurs de particules bien sûr, mais aussi l'imagerie, et enfin le traitement des données, c'est ce que j'ai dit, qui était essentiel. Donc des faisceaux notamment de carbone ou d'hélium qui sont utilisés pour s'arrêter et déposer toute leur énergie dans une tumeur dans le cerveau. C'est un espèce de bistouri qui ne laisse rien sur son passage. Tout est déposé pratiquement dans le dernier millimètre. Il faut allier l'imagerie médicale et la précision de l'accélérateur pour arriver à détruire des tumeurs dans le cerveau. Il y a maintenant une dizaine de machines dans le monde, quelques-unes au Japon, une en Allemagne, une en Italie, une en Autriche. Une en projet en France, mais pour l'instant elle n'a pas encore eu le feu vert de la sécurité sociale. Les techniques d'imagerie, vous les voyez là-bas, donc l'imagerie de la moelle osseuse. Vous voyez que les précisions qu'on arrive à atteindre avec ces systèmes de pixels, c'est de plus en plus utilisé maintenant dans les hôpitaux. Les innovations donc stimulées par le CERN sur ce modèle ouvert
Donc là, j'en ai fait une liste qui n'est pas complète. Hein. Les premiers écrans tactiles dans les années 70, je les ai d'ailleurs utilisés, moi, à l'époque, au CERN. Le web en 90. Les logiciels libres ont été largement impulsés par le CERN. Tout ce qui est simulation, rayonnement matière détecteur, qui est utilisé partout. Les caméras, donc PET, Charpak surtout. IRM avec les champs magnétiques énormes qui sont exportés pour l'IRM. Donc le hardware libre, tous les circuits qui sont utilisés au LHC, notamment qui résistent aux radiations, sont utilisés maintenant dans le monde entier. Le système des publications gratuites, c'est-à-dire que c'est le CERN qui négocie avec les éditeurs et qui, à travers le financement des États, leur donne les moyens de faire leur travail de référie et d'éditer les papiers, mais qui sont ensuite libres d'accès dans toutes les universités du monde entier. L'accès aux données, ça vous faites mieux en astronomie encore que nous, donc je n'insiste pas trop. Et les outils collaboratifs mondiaux dans la gestion de projets qui sont de plus en plus répandus. Le LHC a été géré bien entendu entièrement électroniquement. On a un rapport OECD qui vient de sortir d'ailleurs maintenant sur le fait que ce modèle-là permet de booster la croissance plus que le modèle avec des brevets et le modèle fermé industriel habituel. Où on en est, donc le CERN a été fondé par 12 pays européens. Il y a actuellement 21 membres, dont vous avez la liste ici. Mais vous avez aussi des statuts divers qui sont donnés aux différents États, sur lesquels je vais revenir. Juste ici quelques chiffres. 2000 permanents, 1600 temporaires qui vont jusqu'à 5 ans, et 10 000 envoyés en mission du monde entier, utilisateurs, un budget qui est à peu près 1 milliard d'euros par an. Le LHC a coûté à peu près 4 milliards d'euros, mais réparti sur une vingtaine d'années. Voilà la carte du monde, la connexion, la communauté de l'anneau, comment elle est connectée au CERN. En blanc, malheureusement, ce sont les pays qui n'ont pas de connexion avec le CERN, essentiellement l'Afrique. En rouge, ce sont les pays qui ont des accords de coopération et qui participent aux expériences, aux grands détecteurs, donc qui envoient des chercheurs et qui ont contribué à une petite brique dans ces cathédrales que sont les grands détecteurs. En vert, ce sont les pays qui non seulement participent aux expériences, mais aussi ont contribué à la machine LHC sous la supervision du CERN, et à ce titre-là sont observateurs au Conseil du CERN lorsqu'on parle du LHC. Et enfin, en bleu, les États membres, donc, qui mettent dans un pot commun et qui alimentent ce budget d'1 milliard d'euros par an dont j'ai parlé. Voilà la répartition. Les États-Unis sont plus nombreux que n'importe lequel, les chercheurs américains sont plus nombreux que n'importe lequel des pays européens. Les activités de formation, donc il y a de tout, bien entendu il y a les scientifiques, mais il y a des jeunes chercheurs avec des écoles qui réunissent par exemple des Palestiniens et des Israéliens ensemble, ce qui est assez fascinant. D'ailleurs c'est dans ces écoles-là que les premiers contacts entre les Allemands et les Israéliens ont eu lieu dans les années 50. Les profs de physique avec des programmes nationaux et internationaux, et les étudiants, les programmes d'été. Et puis 100 000 visiteurs par an. Je vous invite à visiter le CERN. C'est un tourisme scientifique qui est très, très développé. C'est très organisé. C'est souvent les retraités qui font ça. Ils connaissent mieux l'histoire du CERN que les actifs. Et ils font visiter ça avec une grande passion. Et donc les questions pour le futur, j'en ai dit un petit mot. Hein. Donc maintenant on connaît la masse du boson de Higgs. Mais on ne sait pas comment expliquer cette masse. Hein. Comme je vous l'ai dit, la seule échelle naturelle, c'est 10 puissance 16 GeV, l'échelle de brisure de la grande unification. Comment expliquer cette échelle d'énergie qui, dans l'histoire de l'univers, a donné une masse aux particules et les a différenciées? Il faudrait une nouvelle physique pour expliquer ça, et on voudrait bien la découvrir, peut-être la supersymétrie. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a à dire sur le modèle standard? Est-ce que le boson de Higgs a vraiment tous les traits attendus du modèle standard? On aura besoin de plus de données pour le préciser. Et voilà donc le plan, la vision stratégique à long terme qui est adoptée maintenant par le CERN à travers tous ces États qui le financent. C'est donc, comme je vous l'ai dit, de 2010 à 2012, on a tourné entre 7 et 8 EV. On a accumulé un certain nombre de collisions qui est décrit par ce chiffre-là, 30 femtobarn-1. À partir de 2015, on va monter à 13-14 TeV et accumuler 10 fois plus de collisions. Et à partir de 2022 jusqu'à 2035, 10 fois plus que ce qui était attendu nominalement. Donc on pense qu'on va excéder d'un facteur 10 le nombre de collisions pour étudier en détail le boson de Higgs et surtout voir à travers des mesures de précision s'il n'y a pas des déviations du modèle standard ou bien trouver carrément des nouvelles particules qui seraient le signe de découverte de la du modèle standard. Et on réfléchit à la machine qui pourrait voir le jour en 2040. On est aujourd'hui en 2014. C'est à peu près l'échelle de temps qu'il faut si on veut la voir en 2040. Et on a deux possibilités. Soit une machine qui serait électron-positron pour étudier en détail une découverte qui serait faite au LHC, parce que l'avantage des électrons et des positrons, c'est qu'ils sont élémentaires, et donc toute l'énergie est utilisée pour
fabriquer cette découverte et l'étudier, alors que quand on fait proton-proton, on peut aller à des énergies plus grandes avec une machine circulaire, ce qu'on ne peut pas faire avec électron-positron, parce qu'ils rayonnent. Mais les protons, c'est un peu comme des montres suisses, hein, c'est plein de quarks et de mécanismes de gluons là-dedans, et vous les faites rentrer l'un dans l'autre. Il y a des collisions dures, mais c'est que quelques constituants, qu'une partie de l'énergie, variable d'une collision à l'autre, qui est utile. Donc, et plus et moins, une machine qui pourrait faire une cinquantaine de kilomètres de long. Ou bien mettre des aimants plus puissants dans le LHC, ça permettrait d'atteindre 30 TeV, ou mieux faire un très très grand LHC, 100 km avec des aimants plus puissants qui permettraient d'atteindre 100 TeV. Voilà à quoi ça ressemblerait la machine linéaire. Elle irait en gros de Lausanne jusqu'à la vallée du Rhône. Et le point central serait ici, les électrons partiraient d'un côté et les positons de l'autre, et ça viendrait se rencontrer au milieu du LHC. Et la machine de proton-proton de 100 km de circonférence qui permettrait de monter à 100 TeV. Donc voilà, là vous voyez le petit LHC de 27 km, qui est donc injecterait dans cette machine qui passe sous le lac, mais c'est le petit lac, donc il n'est pas très profond ici, hein, c'est quasiment le Rhône. On ne veut pas aller dans le grand lac, là c'est trop profond. Par contre c'est étanche, hein, on peut faire un tunnel, hein, sinon il serait vidé déjà depuis longtemps. Donc et ça fait le tour du Salève, et il y aurait 8 tunnels d'accès, à peu près à 100 mètres sous terre. On ne veut pas passer sous le Jura parce que là il y a une pression trop grande, à 1000 mètres sous la terre, la pression est trop grande. Normalement, c'est inoffensif pour l'environnement. C'est clair que pour faire accepter une machine comme ça, il faut qu'on arrive, à travers les résultats du LHC, on ne l'a pas aujourd'hui, mais avec les résultats à venir, à avoir un cas scientifique qui soit aussi solide que celui du boson de Higgs. Ça, c'est la première condition. La deuxième, il faut qu'on montre qu'il y a des défis techniques qui pourront bénéficier à la société, comme on l'a montré pour le LHC. Troisième condition, il faut qu'on montre que ça reste à budget constant pour l'Europe, ce qui veut dire qu'il faut faire participer beaucoup plus le reste de la planète qui n'ont participé pour le LHC. Et quatrième condition, c'est que effectivement les populations autour acceptent ce grand chantier. Donc on n'en est pas encore là, mais on travaille sur les quatre aspects. Donc voilà, 80-100 km, c'est une machine qui permettrait de faire proton-proton, électron-positron, électron-proton, plomb-plomb. Donc il y en a pour une machine qui durerait de 2040 à 2100. Hein, donc ça permet de l'amortir sur la durée. 60 ans de vie, c'est ce qu'on voit. Hein. Le LHC va déjà avoir quelque chose comme 25 ans. Celle-là devrait avoir 60 ans de vie. Je vous ai dit qu'on faisait visiter le CERN à un tas de gens, à 100 000 personnes par an, mais notamment des enfants des classes primaires, un peu comme les mêmes que j'ai rencontrés à l'école Monge. Et on leur fait faire un dessin et après la visite, et on leur demande de mettre une petite légende. Et je suis en train de préparer un bouquin où il y aura sur la page de gauche une question d'enfant, un dessin, une légende. Sur la page de droite, une citation d'un philosophe ou d'un poète, et puis une petite réponse que j'écris. C'est pour ça que je me suis entraîné ce matin à l'école Monge. Donc là, vous voyez une légende qui est magnifique. Un physicien cherche le pourquoi du pourquoi. C'est à peu près ce que je vous ai raconté, à peine on fait une découverte et qu'il y a de nouvelles questions. C'est tout à fait ce que font les enfants. Donc on est dans une démarche où on retrouve un peu la démarche des enfants qui ont vraiment un recul et la capacité de trouver des questions auxquelles on ne s'attend pas. Et je conclurai par ces deux dernières planches. Donc en résumé, on a à travers ces recherches sur le boson de Higgs, on essaie de comprendre de quoi la matière est faite et comment elle s'est formée à travers l'histoire de l'univers. C'est une quête de l'humanité depuis toujours. C'est basé sur un rationalisme collectif. C'est une intelligence collective, au point que les premiers qui ont conçu des détecteurs seront tous à la retraite lorsqu'on arrivera on les fera marcher à la fin. Donc il faut vraiment transformer. Là, on aura pratiquement un détecteur qui fonctionnera sur 2 générations, et avec des gens de tous les pays. Donc c'est vraiment une aventure collective, et sur la durée, des valeurs communes rassemblées par-delà les différences religieuses ou de citoyenneté. Le LHC est sans doute la plus grande aventure scientifique mondialisée. Donc je l'ai dit, les interférences subtiles entre le hasard, la nécessité. Hasard, c'est les fluctuations quantiques, les brisures de symétrie. Nécessité, les lois, les théories effectives. L'émergence d'un emboîtement de structures et de lois qu'il faut qu'on comprenne. Et puis ce boson scalaire et ce chapeau mexicain qui sont un nouveau paradigme. Encore du chemin, mais de nombreux rendez-vous. Si vous voulez en savoir plus, donc j'ai écrit, comme on l'a dit, un livre avec Gilles Cohen-Tanucci, Le boson et le chapeau mexicain dans Folio Essai et Gallimard. On prépare aussi, si vous voulez venir le 15 septembre, ça sera en guerre mais ça va circuler normalement, un spectacle avec Mario Dilmonchicourt autour des origines, donc autour du vide quantique.